Il m'a envoyé un message de rupture alors que je saignais encore de l'accouchement. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. La pièce était froide et silencieuse, à l'exception du léger bip des machines et des petits cris des nouveau-nés à proximité. Je venais d'accoucher de mon petit garçon, seul. Jake, mon compagnon depuis 5 ans, m'avait dit qu'il ne pourrait pas venir à cause d'une réunion de dernière minute. Je l'avais cru. Je voulais le croire. J'espérais qu'il franchirait la porte à tout moment et dirait « Je suis là, désolé pour le retard », mais il ne l'a jamais fait. Une infirmière est entrée avec un sourire chaleureux et un petit paquet enveloppé dans une couverture bleue. « Félicitations, maman », dit-elle doucement en me prenant mon fils dans les bras. J'ai regardé son petit visage, essayant de ressentir de la joie, mais quelque chose pesait lourd en moi, quelque chose clochait. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Jake, 2 courtes lignes seulement. « Je n'en peux plus, désolé Mia, au revoir. » Je l'ai lu et relu, pensant que j'étais peut-être encore sous analgésique, que ce n'était peut-être pas réel, mais c'était le cas. Je venais de mettre au monde un enfant, et il est sorti d'une autre. Les larmes brouillaient ma vue. Mes mains tremblaient tandis que je serrais mon fils plus fort, de peur de le laisser tomber. Je me sentais engourdi, comme si mon cœur s'était brisé et que plus rien ne serait comme avant. Je n'ai pas pleuré fort, je n'ai pas crié. Je suis restée assise là, silencieuse, avec un bébé endormi sur ma poitrine et un téléphone qui semblait plus lourd que mon corps. J'ai fermé le message et verrouillé mon téléphone. Je ne pouvais encore en parler à personne, ni à ma mère, ni à mon père, ni même à ma meilleure amie. J'avais trop honte, j'étais trop brisé. J'avais aimé Jake si profondément que je lui avais fait confiance. J'ai peint la chambre de bébé moi-même, j'ai préparé son sac d'hôpital, j'ai fait des listes et planifié chaque petite chose, sauf ceci. Au cours des heures qui ont suivi, des souvenirs ont fusé dans ma tête. Il y a quelques mois à peine, Jake massait mes pieds gonflés, faisait les courses tard le soir et m'embrassait le ventre. Mais les choses ont changé. Il est devenu distant. Il a dit que j'étais trop émotive. Il a arrêté de rentrer tôt à la maison. Il a arrêté de sourire à mon ventre rond. Je ne voulais pas le voir à l'époque, mais maintenant, tout était si clair. Il s'éloignait, pas à pas, tandis que je me rapprochais de notre nouvelle vie. L'infirmière est revenue et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai forcé un sourire et j'ai dit « Non merci, tout va bien ». Je n'allais pas bien, mais ça ira, un jour, pour l'instant. J'ai serré mon bébé contre moi et j'ai murmuré « C'est juste toi et moi, mon petit. Tout ira bien ». Quand je suis enfin rentré de l'hôpital avec mon bébé, la maison semblait différente, trop calme, trop vide. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu que le côté du placard de Jake était complètement vidé. Pas une seule chemise, pas même ses vieilles baskets près de la porte. Mon cœur s'est à nouveau serré. Il était vraiment parti. Aucune note. Aucune explication. Juste comme ça. Je restais là, tenant mon nouveau-né dans mes bras, fixant l'espace où se trouvaient ses affaires. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je n'avais pas l'énergie. Je me suis assise au bord du lit, berçant mon fils lentement, essayant de comprendre comment tout avait pu s'écrouler si vite. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai découvert Karen, la mère de Jake, debout, un sourire radieux et une assiette de biscuits. « Oh, chérie », dit-elle en penchant la tête. « Je viens d'entendre. Je ne savais pas que Jake n'était pas à l'hôpital. Tout va bien ?» Elle parlait comme si elle n'évitait pas mes appels depuis des semaines, comme si elle ne me lançait pas de regard froid à chaque fois que je mentionnais le prénom du bébé. Elle est entrée, faisant semblant de s'intéresser à moi, posant de fausses questions, se montrant trop gentille, trop polie. Mais son regard le trahissait. Elle n'était pas surprise. Elle savait. Elle savait que Jake m'avait quitté. Elle l'a probablement aidé à faire ses valises. Je me suis forcé à rester calme, hochant la tête, souriant, la remerciant pour les biscuits que je ne mangerai jamais. Je serrais mon bébé plus fort et gardais le silence. Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Plus tard dans la soirée, mes parents m'ont proposé de rester avec moi. Mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul, de réfléchir. J'allaitais mon fils tranquillement dans la pénombre de la chambre d'enfant. Le seul bruit dans la pièce était sa respiration douce.
Après qu'il se soit endormi, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert l'ordinateur portable que Jake et moi partagions. Je ne cherchais même rien. Mais la curiosité a pris le dessus. J'ai cliqué sur « Ouvrir l'application de messagerie ». Et c'est là que je l'ai vu, des centaines de messages. Entre Jake et Karen. Des sujets comme « Comment rompre avant l'arrivée du bébé ? Elle ira bien. Elle a sa famille. Il faut faire ce qui est le mieux pour soi. » Je fixais l'écran en tremblant. Mes poings se sont serrés. Ils avaient planifié ça. Ensemble. Et maintenant, je savais la vérité. Enceinte de 7 mois, j'étais censé être excité. J'avais déjà terminé la chambre de notre bébé. De la peinture jaune pâle sur les murs. Et de minuscules vêtements déjà pliés dans des tiroirs. J'imaginais Jake debout à côté de moi, me caressant le ventre. J'ai parlé à notre fils avant même sa naissance. Mais la réalité était bien plus dure. Jake avait changé. Il a commencé à rentrer tard, prétextant des rapports supplémentaires à remplir. Lorsqu'il rentrait enfin, il parlait à peine. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, il grognait ou fixait son téléphone. Au début, je pensais qu'il était stressé. Je lui ai proposé de lui préparer ses plats préférés, de lui laisser de l'espace. Mais quoi que je fasse, il s'éloignait toujours plus. Un soir, j'ai gentiment évoqué le cours de préparation à l'accouchement auquel nous nous étions inscrits ensemble. C'est samedi à 22h, lui ai-je rappelé. Il a soupiré et n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Je travaille. J'ai cligné des yeux. Jake, tu as sauté les 2 derniers. Il claqua l'ordinateur. Mia, tu n'arrêtes pas de me harceler ces derniers temps. Je ne peux rien faire sans que tu me souffles dans le cou. J'ai senti mon cœur se serrer. J'essaie juste de t'inclure. On va avoir un bébé. Il leva les yeux au ciel. Non, tu vas avoir un bébé. J'ai l'impression de ne plus avoir d'importance. C'est toujours bébé ceci, bébé cela. Tu as changé, Mia. Je suis resté là, complètement figé. Étais-je injuste? Est-ce que je concentrais vraiment tout sur le bébé? Le lendemain, je suis allé voir Karen, pensant qu'elle pourrait peut-être m'aider à comprendre ce qui se passait avec son fils. Elle m'a préparé du thé et m'a adressé un faux sourire tandis que j'étais assise en face d'elle, cherchant désespérément du soutien. Jake était distant, ai-je admis. Il dit que je suis trop émotive. J'ai juste peur. Je ne sais pas quoi faire. Karen s'est penchée et m'a tapoté la main. Oh, ma puce, a-t-elle dit. Les hommes ont peur, surtout quand un bébé arrive. Leur vie entière défile devant leurs yeux. J'ai hoché lentement la tête, espérant qu'elle dirait quelque chose de réconfortant. Elle n'en a rien fait. Il faut juste que tu arrêtes de lui mettre autant la pression, ajouta-t-elle d'une voix douce mais ferme. Essaie de lui faciliter la tâche maintenant. Facilite-lui la tâche. Je suis rentré chez moi et je me suis regardé dans le miroir. Étais-je le problème? Étais-je trop exigeant? J'ai commencé à remettre en question tout ce que je disais, chaque émotion que j'éprouvais. Je me suis dit d'arrêter de me plaindre, de sourire davantage, de garder la paix. Mais au fond, quelque chose clochait. Et bientôt, je me suis rendu compte que je ne devenais pas fou. On m'écartait peu à peu du tableau. Je me tenais devant le nouvel appartement de Jake, tenant mon bébé dans un bras et l'acte de naissance dans l'autre. Mon cœur battait fort quand j'ai frappé. Il n'avait répondu à aucun de mes appels depuis des jours. Notre fils avait déjà 3 semaines et Jake n'avait toujours pas signé les papiers. La porte s'ouvrit. Jake parut surpris, puis agacé. Mia, que fais-tu ici? J'ai brandi le document. Tu dois signer ça. C'est ton fils, Jake. Il recula et me fit signe d'entrer sans un mot. Je suis entré, remarquant l'endroit propre et intact. Pas de photo de bébé. Aucun signe qu'il était père. Karen était assise sur le canapé, les bras croisés, comme si elle m'attendait. J'essayais de l'ignorer. Jake regarda le papier, puis moi. Je ne signerai pas. Je le fixais, perplexe. De quoi parles-tu? Tu as dit que tu serais là. Tu as dit j'ai dit beaucoup de choses. Il l'interrompit froidement. Je ne suis pas prête à avoir un enfant. Tu aurais dû le voir venir. Ma gorge se serra.
Tu m'as quitté juste après mon accouchement, Jake. Tu ne l'as même pas tenu dans tes bras. Il haussa les épaules. Tu m'as poussé dehors, Mia. Tu fais toujours tout pour le bébé. Je n'ai pas accepté tous ces drames. Karen se leva alors. C'est mieux pour le bébé comme ça, dit-elle doucement. Comme si j'étais trop stupide pour comprendre. Les enfants ont besoin de paix, pas de parents constamment en conflit. Je les ai regardés tour à tour. Stupéfait. C'était ce qu'ils voulaient depuis le début. Que je me taise. Que je disparaisse pour qu'ils n'aient pas à assumer leurs responsabilités. Mon bébé s'est mis à s'agiter dans mes bras. Et je l'ai bercé doucement, retenant mes larmes. Vous avez tous les deux fait ce choix, ai-je dit doucement. Et je ne l'oublierai pas. Karen ouvrit la bouche pour parler. Mais je me retournai et sortis sans un mot. J'avais la poitrine lourde. Mais quelque chose en moi avait changé. Je croyais que si j'étais assez gentil, j'avais assez de patience, Jake finirait par changer d'avis. Mais maintenant, je voyais la vérité. Il ne voulait pas être coparent. Il voulait s'échapper. Et je n'allais plus supplier. Alors que j'attachais mon bébé dans le siège auto, j'essuyais mes larmes. Il était temps d'arrêter de faire les gentils. Mia était assise à sa table de cuisine, berçant doucement son fils dans son porte-bébé à côté d'elle. Il était presque minuit. Et la maison était silencieuse. Mais son esprit s'emballait. Elle ouvrit son ordinateur portable. Et elle a cliqué sur l'email que son avocat lui avait envoyé plus tôt dans la journée. L'objet était « Demande de garde ». Premier jet. Elle lut chaque mot attentivement. Ses yeux brûlaient d'épuisement. Mais sa concentration était nette. L'avocat avait inclus tous les détails. L'absence de Jake à l'accouchement. Son refus de signer l'acte de naissance. Le texto de rupture. Et la négligence émotionnelle qui a précédé l'accouchement. Tout était là. Rédigé en termes juridiques. Cela rendait le tout encore plus réel. Quand l'avocat a appelé plus tôt dans la journée, Mia avait demandé « Comment signifier les papiers ? Dois-je les remettre à Jake ?» Son avocat a marqué un temps d'arrêt. Puis, nous avons dit « Nous pouvons les signifier à une adresse résidentielle. » Par l'intermédiaire d'un huissier de justice professionnel. Où qu'il soit maintenant ? Mia hésita. Puis demanda. Puis-je les envoyer chez sa mère ? L'avocat a répondu sans hésiter. Absolument. Du moment qu'on sait qu'il les reçoit. C'est légal. C'est tout ce que Mia avait besoin d'entendre. Elle attendit que son fils s'endorme. Puis elle sortit une enveloppe propre et imprima la version définitive des papiers de garde. Ses mains ne tremblaient pas. Pas cette fois. Elle avait assez pleuré. Maintenant, elle était concentrée. Avant de sceller l'enveloppe, elle sortit un petit morceau de papier à lettres du tiroir. Il y avait de petites taches de peinture bleue sur le bord. Un reste de son cours d'art. Elle prit un stylo. Et écrivit avec soin. Même des lettres. Puisque vous aviez planifié ça ensemble, j'ai pensé que vous voudriez l'ouvrir ensemble aussi. Elle plia le mot et le glissa sur les documents. Mia scella l'enveloppe. Et elle le posa sur la table à côté d'elle. Son cœur battait fort. Mais ce n'était pas la peur cette fois. C'était une résolution. Elle imaginait Karen ramassant l'enveloppe sur son porche. Tout sourire. Je pensais que c'était une carte de remerciement ou quelque chose d'inoffensif. Puis j'ai découvert ce que c'était vraiment, un rendez-vous au tribunal. Une déclaration légale. Une ligne à ne pas franchir. Jake a peut-être pensé que partir par SMS le rendait libre. Mais il avait désormais des responsabilités. Et Mia n'allait pas laisser leur fils grandir. Sans savoir que sa mère s'était battue pour lui à chaque instant. Mia expira. Longuement et lentement. Ce n'était que le début. Le soleil brillait doucement en ce dimanche matin tranquille. Karen Reynolds ouvrit sa porte d'entrée. Et trouva une enveloppe blanche. Bien assis sur le paillasson. Sa première pensée. Une carte. Peut-être même un mot de remerciement de quelqu'un de son groupe paroissial. Elle sourit intérieurement et le ramassa. Elle entra. Au début, elle ne remarqua pas l'écriture. Elle ne remarqua pas le poids de l'enveloppe.
Elle s'est rendue compte que quelque chose clochait seulement quand elle l'a ouvert. Et qu'elle a vu la première ligne. Citation à comparaître. Tribunal des affaires familiales. Son sourire s'estompa. Ses mains tremblaient. À l'intérieur se trouvaient les pages décrivant la demande de garde de Mia. Un texte juridique expliquant l'abandon de Jake. Les dossiers médicaux. L'accouchement manqué. Et même la preuve par courriel qu'elle espérait que Mia ne trouverait jamais. Et en plus de tout ça un mot manuscrit. Puisque vous aviez planifié ça ensemble. J'ai pensé que tu aimerais l'ouvrir ensemble aussi. Karen laissa tomber l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Comme si elle lui avait brûlé les doigts. Quelques instants plus tard, le téléphone de Mia sonna. Elle savait qui c'était. Avant même qu'elle ne regarde. Comment oses-tu m'entraîner là-dedans, hurla Karen. À la seconde où Mia répondit. Mia n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas bronché. Tu t'es traîné jusqu'à la seconde où tu m'as menti, Karen. Elle a dit calmement. Tu es resté là pendant que ton fils disparaissait avec son propre enfant. Tu le savais. Karen bredouilla quelque chose d'inintelligible. Mais Mia avait déjà raccroché. 2 heures plus tard. On frappait à sa porte. Jake se tenait dehors, furieux. Ses yeux étaient fous. Qu'est-ce que tu fous, Mia? Tu as envoyé des documents judiciaires à ma mère? Le jour de la fête des mères? Elle le regarda à travers la porte moustiquaire. Son bébé dormait paisiblement, enveloppé dans un châle, contre sa poitrine. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Tu exagères. Jake s'exclama. On aurait pu gérer ça comme des adultes. Mia tendit lentement la main vers la porte. Et je lui ai fermé la porte au nez. Sans crier, sans faire de drame. Juste le bruit du cliquetis de la serrure. À l'intérieur. Mia expira. Elle retourna au salon. Elle embrassa le haut de la tête de son bébé. Et murmura. On s'en sort très bien. Elle n'avait plus besoin de faire preuve de gentillesse. La justice avait déjà commencé à agir. La salle d'audience était silencieuse. À l'exception du léger frottement des papiers. Et de la toux occasionnelle de quelqu'un au fond. Mia Harper était assise bien droite sur sa chaise. Vêtue d'une simple robe bleu marine, ses cheveux étaient attachés en arrière. Son visage calme. Mais indéchiffrable. À côté d'elle. Son avocat lui fit un signe de tête rassurant. De l'autre côté de l'allée, Jake s'affala sur son siège. Yeux injectés de sang. Chemise froissée. Jambes nerveuses. Il n'avait pas regardé Mia une seule fois. Le juge entra. Et tout le monde se leva. Lorsque l'audience a commencé, l'avocat de Jake a tenté de faire croire qu'il s'agissait d'un simple malentendu, que Jake avait été bouleversé par ses émotions. Qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner Mia. Et qu'il était prêt à s'impliquer dans la vie de son fils maintenant. Jake ajouta. Ce n'était pas comme si j'avais disparu. J'avais juste besoin d'espace. L'avocat de Mia est resté calme et méthodique. Elle lui tendit un épais dossier de preuves. Des captures d'écran du message de rupture de 2 lignes de Jake, envoyé moins d'1 heure après l'accouchement de Mia. Son dossier médical prouvait qu'il n'était jamais venu à l'hôpital. Et des courriels imprimés prouvant que Jake et sa mère avaient prévu de partir avant même l'arrivée du bébé. Mia n'a pas regardé Jake une seule fois. Lorsque le juge s'est tourné vers elle et lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle s'est levée lentement. J'étais dans un lit d'hôpital. Je saignais encore. Je tremble encore après avoir donné naissance à notre fils. 48 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS disant « Ça ne marche pas. Je ne peux plus faire ça. Au revoir. » C'est tout. Pas d'appel. Pas de visite. Juste parti. Le silence se fit dans la pièce. Même Jake cessa de gigoter. Mia continua d'une voix assurée. Il avait des mois pour se préparer. Il avait le temps de me le dire honnêtement. Mais au lieu de ça, il a menti. Il a disparu. Il m'a laissé seul avec notre bébé à la maison. Et maintenant, il veut faire comme si de rien n'était. Elle se rassit. Son avocat posa doucement une main sur son épaule. Le juge se renversa dans son fauteuil. Pensif, il tapota son stylo contre le dossier.
Puis il regarda Jake. Je ne vois aucun effort pour être présent. Aucun sens des responsabilités. Et un abandon manifeste et documenté. J'accorde la garde physique et légale exclusive à Madame Harper. Monsieur Reynolds aura des droits de visite sous surveillance seulement. La pension alimentaire sera calculée en fonction de ses revenus actuels. Le visage de Jake s'effondra. Il ouvrit la bouche. Mais rien ne sortit. Mia ne souriait pas. Elle ne célébrait pas. Elle expirait simplement. Comme si quelqu'un avait enfin réussi à se libérer d'une trop longue haleine. Les mots ont commencé à se répandre discrètement. Pas par le biais de blogs à potins ou de confrontations bruyantes. Mais à travers les cousins, les vieux amis et les collègues communs. L'absence de Jake à l'hôpital. La rupture par SMS. La décision du tribunal. On ne lui a pas beaucoup parlé directement. Mais les invitations ont cessé. Les discussions de groupe se sont taries. Ses anciens amis ont cessé de répondre. Il a perdu un emploi sur lequel il comptait. Les RH n'ont jamais expliqué pourquoi. Mais il avait le sentiment qu'ils avaient entendu parler de la décision de garde. Ses contacts sur LinkedIn ont diminué. Même la cousine qui prenait des bières avec lui tous les dimanches ne répondait plus à ses appels. Karen, autrefois si fière et si posée, se présenta à la porte de Mia un après-midi. Elle paraissait plus petite, comme si le poids de tout cela l'avait finalement rattrapée. Elle tenait un jouet emballé dans ses mains et sa voix tremblait. « Je veux juste voir mon petit-fils, dit-elle doucement. Il fait aussi partie de ma famille. » Mia n'a même pas hésité. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle la regarda droit dans les yeux et dit, « Cet enfant n'est pas un trophée qu'on exhibe après une trahison. » Puis elle ferma la porte. Mia ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait plus claire. Plus forte qu'avant. Pendant ce temps, la vie personnelle de Jake s'effondrait. Sa nouvelle petite amie, Rachel, qui rayonnait il y a à peine 2 semaines en lui montrant sa photo d'échographie, s'était tue après avoir vu les documents judiciaires sur le comptoir de la cuisine. Elle lui demanda, « Est-ce vrai ?» Tout en tenant les documents signés. Jake essaya de lui expliquer. Il a dit que tout était de la faute de Mia. Qu'elle était dramatique. Émotive. Manipulateur. Mais Rachel le fixait du regard. Si c'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui porte son enfant, je ne peux pas être la prochaine. Elle quitta l'appartement ce soir-là. Jake resta assis, seul et silencieux. Pas de bébé. Pas de petite amie. Pas de mère capable de tout arranger. Juste l'écho de ses propres décisions qui lui revenaient en pleine figure. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Mais ils furent sincères. Mia se réveillait chaque matin au doux roucoulement de son petit garçon. Ses petits doigts s'enroulaient autour des siens. Et elle souriait malgré la fatigue. Elle n'était plus brisée. Elle était en pleine reconstruction. Elle a repris son travail à temps partiel comme professeur d'art plastique à l'école primaire. Le rire de ses élèves, leurs peintures désordonnées et leurs yeux brillants ont redonné des couleurs à son univers. Sa classe, autrefois un havre de paix, est redevenue un lieu de réconfort et de joie. Elle peignait avec les enfants et fredonnait doucement en berçant son fils pendant les récréations. Ses parents lui rendaient souvent visite. Sa mère l'aidait à nourrir ses enfants. Son père réparait de petites choses dans l'appartement. Leur présence était chaleureuse. Constante. Et bienveillante. Pour la première fois depuis longtemps, Mia se sentait véritablement soutenue. Ni jugée, ni remise en question. J'ai adoré. L'appartement portait encore les traces de la tempête. Mais il était désormais rempli de rire. Les murs étaient couverts des dessins de son bébé. Ses jouets étaient éparpillés sur le sol du salon. Elle se fichait du désordre. C'était un signe de vie. Un dimanche après-midi tranquille, Mia vérifia son courrier. Entre un carnet de coupons et une facture d'hôpital se trouvait une enveloppe à l'écriture cursive douce. Pas d'adresse de retour. Mais elle reconnut l'écriture. Karen. Elle resta un moment immobile, le regardant dans sa main. Son bébé dormait dans son berceau. La maison était calme. Mia entra dans le salon, s'assit près de la cheminée et ouvrit l'enveloppe d'une main ferme. La première ligne disait « Pardonnez-nous, s'il vous plaît ». Elle ne lut pas plus loin. Elle plia délicatement la lettre et la jeta dans la cheminée.
Les flammes embrasèrent le papier, réduisant les bords en cendres. Elle le regarda brûler, non pas avec colère, mais avec détermination. Ce chapitre était clos. Elle ne leur devait rien. Pas même sa paix. Pas son pardon. Et certainement pas son enfant. Plus tard dans la nuit, elle berça son bébé tandis qu'il s'endormait. La lueur du feu vacillait dans la pièce et un sourire discret effleura ses lèvres. Sa vie n'était pas parfaite. Mais elle lui appartenait à nouveau. Et cela, finalement, suffisait. La soirée fut calme. Ce silence paisible qui n'arrive qu'après des mois de chaos. Mia était assise sur le canapé, vêtue de son pyjama douillet. Une couverture enveloppait ses épaules. Son fils dormait sur sa poitrine. Ses respirations subtiles montaient et descendaient avec un rythme parfait. La chaleur de son petit corps pressé contre son cœur effaçait tout le reste. La trahison. La salle d'audience. La douleur. Elle baissa les yeux sur son visage parfait. Ses cils battaient légèrement dans son sommeil. Ses doigts se frottèrent doucement contre sa clavicule. Elle se pencha, l'embrassa sur le front et murmura, « Tu n'as jamais été une erreur. C'était juste ton père. » Il n'y avait plus de haine dans sa voix. Plus d'amertume. Juste la vérité. Une vérité douce et posée, née de la survie à une épreuve cruelle, et qui en ressort plus forte. Elle le souleva doucement dans son berceau, le bordant avec la même couverture qu'elle avait crochetée pendant sa grossesse. Il ne bougea pas. Pour une fois, la nuit ne lui parut pas solitaire. Mia retourna sur le canapé, ouvrit son ordinateur portable et fixa l'écran un instant. Le curseur clignotait, attendant. Tant de fois elle avait tapé des messages qu'elle n'avait jamais envoyés. Des mots qu'elle ne s'était jamais autorisée à prononcer. Mais ce soir-là, c'était différent. Elle prit une grande inspiration et commença à écrire. La première phrase apparaissait en gras sur le fond blanc. Il m'a envoyé un message de rupture après mon accouchement, alors j'ai envoyé nos papiers à sa mère. Ses doigts continuaient de taper. Elle n'était plus la seule à pouvoir garder cette histoire sous silence. C'était sa voix. Son pouvoir. Sa vérité. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre, se sentant abandonné, le lirait et saurait qu'il n'était pas seul. La caméra de son esprit dézoomait lentement, de l'écran de l'ordinateur portable à son salon paisible, à son bébé endormi à quelques mètres. Mia n'était pas seulement une femme méprisée. C'était une femme qui s'élevait. Et ce soir, d'une main ferme et le cœur clair, elle a commencé à écrire le reste de sa vie. Pensez-vous que Mia a eu raison de fermer définitivement la porte à Jake et Karen? Ou aurait-elle dû leur donner une seconde chance pour le bien du bébé? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne jamais manquer un moment.